Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble des différents points de vue adoptés par le narrateur dans un récit. Les exemples de cette vidéo seront tirés du roman de Maupassant, Bel Ami, écrit en 1885. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le narrateur? Dans un récit, le narrateur est celui qui raconte l'histoire. En effet, en latin, narrare signifie raconter. En revanche, il ne faut pas confondre le narrateur avec l'auteur du roman. L'auteur est celui qui écrit le texte, le narrateur est celui qui raconte le récit. Par exemple, lui, c'est Maupassant, l'auteur du roman Bel Ami. Cet homme a réellement existé, il a vécu entre 1850 et 1893. Quand il a écrit Bel Ami, il a inventé un narrateur. Le narrateur, c'est lui, une voix fictive. Il prend en charge le récit. En quelque sorte, il raconte l'histoire. Pour simplifier, pour savoir qui est le narrateur, on se pose la question qui raconte. Le narrateur peut avoir plusieurs statuts, deux pour être exact. Donc dans un premier cas, il est intérieur au récit. Dans ce cas, c'est un personnage qui appartient au récit et s'exprime à la première personne du singulier. Par exemple, dans le roman de Dumas fils, La Dame aux camélias, Dumas dit « J'écoutais et je regardais Marguerite avec admiration ». Là, le narrateur est véritablement un personnage qui appartient au récit et fait partie de l'histoire. En revanche, le narrateur peut également être extérieur au récit. C'est alors un témoin qui n'appartient pas au récit, qui ne participe pas à l'histoire et utilise la troisième personne. Prenons pour exemple le début du roman de Maupassant. Quand la caissière lui eut rendu la monnaie de sa pièce de 100 sous, Georges Duroy sortit du restaurant. Comme il portait beau, par nature et par pose d'ancien sous-officier, il cambra sa taille, frisa sa moustache d'un geste militaire et familier, et jeta sur les dîneurs attardés un regard rapide et circulaire, un de ces regards de jolis garçons qui s'étendent comme des coups d'épervier. Ici, le narrateur ne semble pas faire partie de l'histoire, c'est un témoin extérieur. C'est donc un narrateur extérieur au récit. Passons maintenant au vif du sujet. Qu'est-ce que le point de vue du narrateur? Le point de vue désigne la situation à partir de laquelle une scène est racontée. Cette situation peut changer au sein d'une œuvre ou d'un texte. Pour simplifier, c'est la place prise par le narrateur pour raconter l'histoire. Rechercher le point de vue, c'est répondre à la question « Qui voit la scène ?» Il existe trois points de vue différents. Le point de vue interne, le point de vue externe et le point de vue omniscient. Nous allons détailler les uns après les autres ces différents points de vue afin que vous sachiez les distinguer. Le premier point de vue dont nous allons parler est le point de vue interne. Avec ce point de vue, l'action est présentée à travers les yeux d'un personnage de l'histoire. Le narrateur se glisse dans la peau du personnage et raconte l'histoire à travers ce personnage. Il raconte ce que voit, entend et pense le personnage. Les événements sont donc perçus et interprétés par le personnage. Le point de vue est alors subjectif. Si le narrateur est un personnage, le récit est à la première personne. Si le narrateur est extérieur, s'il s'agit d'un témoin, le récit est à la troisième personne. Avec le point de vue interne, le lecteur en sait autant que le personnage. Prenons pour exemple un extrait de la partie 1, chapitre 6 de Bel Ami. Il entra avec assurance dans l'antichambre, éclairée par les hautes torchères de bronze,
et il remit, d'un geste naturel, sa canne et son pardessus aux 2 valets qui s'étaient approchés de lui. Tous les salons étaient illuminés. Madame Walter recevait dans le second, le plus grand. Elle l'accueillit avec un sourire charmant, et il serra la main des 2 hommes arrivés avant lui, Monsieur Firmin et Monsieur Laroche-Mathieu, député, rédacteur anonyme de la Vie française. Monsieur Laroche-Mathieu avait dans le journal une autorité spéciale, provenant d'une grande influence sur la Chambre. Personne ne doutait qu'il ne fût ministre un jour. Puis arrivèrent les forestiers, la femme en rose et ravissante. Duroy fut stupéfait de la voir intime avec les 2 représentants du pays. Elle causa tout bas, au coin de la cheminée, pendant plus de 5 minutes avec Monsieur Laroche-Mathieu. Charles paraissait exténué. Il avait maigri beaucoup depuis un mois. Et il toussait sans cesse en répétant « Je devrais me décider à aller finir l'hiver dans le Midi ». Norbert de Varenne et Jacques Rival apparurent ensemble. Puis, une porte s'étant ouverte, au fond de l'appartement, Monsieur Walter entra avec 2 grandes jeunes filles de 16 à 18 ans, une laide et l'autre jolie. Duroy savait pourtant que le patron était père de famille, mais il fut saisi d'étonnement. Il n'avait jamais songé aux filles de son directeur que comme on songe aux pays lointains qu'on ne verra jamais. Et puis, il se les était figurées toutes petites, et il voyait des femmes. Il en ressentait le léger trouble moral que produit un changement à vue. Ici, on voit que le narrateur emploie clairement un point de vue interne. En effet, on voit la scène à travers les yeux du roi. Le point de vue adopté est clairement subjectif. On le voit clairement dans la phrase « 2 grandes jeunes filles de 16 à 18 ans, une laide, l'autre jolie ». Donc, Duroy porte ici un jugement sur les filles de son patron. Le second point de vue est le point de vue externe. Avec ce point de vue, l'action est présentée à travers les yeux d'un narrateur extérieur à l'intrigue qui ne porte aucun jugement. C'est un simple observateur. Il ne sait que ce qu'il voit et ne connaît pas les pensées des personnages. En général, il ne donne pas son avis. Le lecteur a une impression d'objectivité du fait de l'absence de commentaires. Le lecteur a peu d'informations sur l'intrigue et il l'observe donc de loin. Le récit se fait à la 3e personne ou, de temps en temps, à la 1re personne. Avec ce point de vue, le lecteur en sait donc moins que les personnages. Les auteurs du nouveau roman, qui laissent de côté le personnage et son intériorité, utilisent souvent ce point de vue. Pour illustrer le point de vue externe, nous allons nous appuyer sur un extrait de la partie 2, chapitre 10 de Bel-Ami. Maintenant, Georges était agenouillé à côté de sa femme, dans le chœur, en face de l'autel illuminé. Le nouvel évêque de Tanger, crosse en main, mitre en tête, apparut, sortant de la sacristie pour les unir au nom de l'Éternel. Il posa les questions d'usage, échangea les anneaux, prononça les paroles qui lient comme des chaînes, et il adressa aux nouveaux époux une allocution chrétienne. Il parla de la fidélité, longuement, en termes pompeux. C'était un gros homme, de grande taille, un de ces beaux prélats, chez qui le ventre est une majesté. Ici, le narrateur est extérieur à l'intrigue, il décrit la scène, mais ne porte aucun jugement. Le lecteur a vraiment une impression d'objectivité, il observe la scène, mais ne la commente pas.
Le troisième et dernier point de vue est le point de vue omniscient. Le mot omniscient vient du latin scire, donc qui est le verbe savoir, et de l'adjectif omnis, qui signifie tout. Donc en fait, le narrateur omniscient est le narrateur qui sait tout, qui sait tout de la réalité qu'il décrit. L'action est présentée à travers les yeux d'un narrateur extérieur à l'histoire. Il sait tout des personnages, leur passé, leur présent, leur avenir, leurs sentiments, leurs pensées. Il peut intervenir dans le récit pour commenter et connaît les relations qui unissent tous les personnages les uns avec les autres. Le lecteur en sait donc plus que le personnage. Il a l'impression de surplomber le récit. Ce type de récit est en général à la troisième personne. C'est un type de point de vue très prisé par les auteurs réalistes du XIXe siècle pour donner l'illusion de la réalité. Donc dans Bellamy, c'est un point de vue qui est utilisé, mais pas de manière majoritaire. Pour illustrer ce dernier point de vue, nous allons nous appuyer sur la partie 2 de Bellamy et plus précisément sur le chapitre 10 toujours. Soudain, il aperçut Madame de Marelle et le souvenir de tous les baisers qu'il lui avait donnés, qu'elle lui avait rendus, le souvenir de toutes leurs caresses, de ses gentillesses, du son de sa voix, du goût de ses lèvres, lui fit passer dans le sang le désir brusque de la reprendre. Elle était jolie, élégante, avec son air gamin et ses yeux vifs. Georges pensait, quelle charmante maîtresse tout de même. Elle s'approcha, un peu timide, un peu inquiète, et lui tendit la main. Il la reçut dans la sienne et la garda. Alors, il sentit l'appel discret de ses doigts de femme, la douce pression qui pardonne et reprend. Et lui-même, il la serrait, cette petite main, comme pour dire « Je t'aime toujours, je suis à toi ». Leurs yeux se rencontrèrent, souriants, brillants, pleins d'amour. Elle murmura de sa voix gracieuse « À bientôt, monsieur ». Il répondit gaiement « À bientôt, madame ». Ici, le narrateur est extérieur à l'histoire et sait tout des personnages. Il sait à la fois la timidité, l'inquiétude de Madame de Marelle lorsqu'elle tend la main à Georges Duroy, mais aussi l'intégralité des pensées de Georges, notamment lorsqu'il pense « Quelle charmante maîtresse tout de même ». Le lecteur a donc l'impression de surplomber le récit puisqu'il est au courant de toutes les pensées de l'ensemble des personnages présents. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne fin de journée.